Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans un premier temps, je vais vous souhaiter un très très bon réveillon et un joyeux Noël. Alors je m'excuse d'avance parce que j'ai un gros rhume. Donc du coup, de temps en temps, enfin mon nez est bouché et du coup j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc bon, désolée si je parle un peu du nez, mais voilà. Donc oui, donc je vous souhaite un bon réveillon de Noël et un joyeux Noël. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan lecture. Parce que déjà ça fait un petit moment que j'ai fini mes 4 lectures et que j'ai commencé mes 4 suivantes. Voilà. Donc je vais vous faire mon bilan lecture. La prochaine fois je vous ferai une vidéo. Je vous ferai un book haul parce que je me suis acheté des livres et je vais avoir un livre pour Noël. Donc du coup je vous ferai un mini book haul parce que j'en ai pas beaucoup à vous présenter. Et dans un second temps, je vous ferai encore une autre vidéo, mais cette fois-ci, ça sera pour un bilan global de l'année. Voilà, donc pour vous dire, par exemple, le nombre de livres que j'ai lus tout au long de l'année, quels genres j'ai plus lu que d'autres, si j'ai lu des genres que je n'avais pas encore lus, et quels sont mes objectifs de l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais commencer par ce bilan lecture. Donc j'ai lu le livre d'Anouk Schutterberg, Jeu de peau aux éditions Plomb, qui a été pour moi une très bonne lecture. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, ce livre, voilà, qui est un thriller. Donc on va être avec un jeune homme, Giuliano Risoni, qui a 33 ans, et qui est un jet-setter milliardaire, millionnaire, voilà. Et c'est un, comment dire, c'est un peintre prodige. Voilà, il vend des toiles, il fait des peintures, il vend des toiles à des millions, des milliers d'euros, enfin des milliers et des millions d'euros, c'est mieux, des milliards même. Voilà, ces toiles sont vraiment reconnues, enfin son talent est reconnu et reconnu. Et donc en fait on va être avec donc ce jeune homme qui, on va dire, qui brûle la chandelle par les deux bouts, vu que non seulement il est le petit prodige de l'art, mais en plus à côté il a une vie de jet-setter assez comment dire assez incroyable, vu que comment dire, il fait des, enfin il organise des fêtes et il va à des fêtes vraiment somptueuses, et entre temps il a des amants et des amantes, il fait des orgies et tout, donc il est surtout reconnu et pour sa peinture et pour ses orgies qu'il organise. Voilà. Et donc on va être avec donc du coup ce jet setter, et un jour en fait ce qui va se passer, c'est que à Paris, dans un magasin parisien, voilà, alors comment on peut appeler ça, euh, alors attendez, ouais, dans un magasin de Paris, chez Sauce Buddies Paris, voilà, on organise des mises aux enchères, voilà, et un jour on va leur livrer des pots, et sur ces pots il y a des tatouages, mais des tatouages assez spéciaux, c'est des tatouages ancestraux, voilà, qu'a fait justement ce jet-setter Giuliano Risoni, et on va les retrouver donc alors je sais pas si c'est une entreprise ou si c'est, enfin bref, c'est un magasin qui fait des mises aux enchères, hein, en gros, et donc du coup on va retrouver ces pots et on va organiser ces fameuses mises aux enchères, voilà, pour vendre ces pots à des millions, des milliards d'euros, tout simplement euh, parce qu'il est reconnu dans tout le monde entier en fait. Et en fait, ce qu'on va apprendre, c'est que Giuliano Risoni, donc qui a arrêté de peindre, s'est isolé pendant un moment sur une île au Japon, et il a appris cette fameuse technique du tatouage ancestral. Et on se demande comment est-ce que ces peaux ont pu arriver, donc les peaux de ses amants et de ses amantes, hein, parce qu'il a couché avec ses hommes ou ses femmes, sur lesquels à la fin il leur offrait un tatouage donc sur la peau. Et donc du coup le tueur comment dire, a tout simplement coupé la peau de ses amants et de ses amantes, et du coup on se demande où sont passés les corps en fait, parce qu'on a retrouvé les peaux mais on n'a pas retrouvé les corps. Donc on se demande où sont passés les corps, et c'est deux enquêteurs qui vont devoir élucider ce mystère. Donc on va être avec le commissaire Stéphane Jourdain et l'inspectrice Lucie Bunévial, voilà, qui vont être saisis de l'enquête et qui vont justement interroger Giuliano Risoni. Et donc du coup il va se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé ces peaux, les peaux de ses amants, et où sont passés justement ses amants et ses amantes. Et voilà, et ça va être toute l'affaire, et on va vite comprendre qu'il y a quelque chose, comment dire, que le tueur
en veut particulièrement à Giuliano Risoni. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on va comprendre le passé de Giuliano, donc comment est-ce qu'il est devenu aussi riche. Voilà, donc on va vite comprendre que ce sont ses parents qui étaient riches à la base. Voilà, son père tenait une très très grande entreprise et malheureusement un jour il a perdu ses parents sont décédés, on le sait rapidement dans l'histoire. Et donc il a hérité de l'entreprise de ses parents, mais malheureusement il n'était pas vraiment fait pour ça, donc il a appris les bases avec son parrain en fait. Et il a commencé à vouloir diriger l'entreprise familiale, mais il n'était pas du tout fait pour ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment peindre, parce que c'était vraiment son truc à lui. Et donc, du coup, il a laissé l'entreprise familiale à son parrain, voilà, qui l'a dirigé. Et lui, il est parti, justement, comme il en avait un peu marre de cette vie de jet-setter, de tous ces, voilà, de toutes ces peintures qui peignaient et puis qui vendaient. Il en avait un petit peu marre de cette vie-là. Donc, du coup, il a décidé un jour d'aller au Japon lors d'une vente de ses peintures. Et il a décidé d'aller sur une île au Japon spéciale pour apprendre des tatouages, à faire des tatouages ancestraux. Voilà, c'est une technique assez spéciale des tatouages irésumés. Voilà. Et en fait, il a appris cette technique et il est revenu à un moment donné, donc je crois que c'était à Miami, enfin en Amérique, enfin bref, voilà. Et du coup, donc il a fait ces tatouages donc sur le dos de ses amantes qu'il avait, voilà. Il leur faisait vraiment un honneur de les tatouer. Voilà, il faisait vraiment honneur à ses amantes. Et voilà, et donc on va partir sur toute cette histoire, donc on va être dans la vie de Giuliano, donc son enfance, comment ça s'est passé, comment il a réussi comment dire, à accepter le succès de ses peintures, comment est-ce qu'il a eu envie d'un seul coup de vouloir, euh, comment dire, de vouloir devenir le disciple d'un tatoueur spécialisé dans les tatouages ancestraux japonais. Voilà, et on va comprendre un petit peu toute sa vie et au bout d'un moment, on va savoir qui est vraiment le vrai coupable ou la vraie coupable, voilà, qui est vraiment le tueur, celui qui a arraché les peaux de ses amantes et pourquoi est-ce qu'il fait ça et voilà, et ça va être toute une histoire assez incroyable que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la façon dont l'autrice a conduit cette histoire, j'ai aimé la plume de l'autrice. Ça a été vraiment un très très bon livre pour moi, donc si vous ne connaissez pas l'autrice, allez-y, surtout n'hésitez absolument pas parce que moi j'ai pas regretté du tout d'avoir lu ce livre. Voilà. Donc ça a été un bon livre, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est vraiment une très très bonne histoire. Donc voilà, donc Anouk Schutterberg, Jeu de peau aux éditions Plomb. Voilà. Voilà le premier livre que j'ai lu. Donc en deuxième livre, j'ai lu donc Anne Arsène Lupin, comme d'habitude. L'île aux 30 cercueils, Véronique par Maurice Leblanc aux éditions Hachette le Monde. Donc vous pouvez bien évidemment retrouver chez votre marchand de journaux. Donc là ici on est au livre 11. Voilà. Donc là on va voyager en Bretagne, on va être en Bretagne avec une femme qui s'appelle Véronique. Voilà, qui va débarquer en Bretagne parce qu'elle recherche son père et son fils qui apparemment seraient morts en mer, mais elle a quand même un doute et elle va avoir un indice qui va la perturber un peu. C'est qu'elle va retrouver dans une cabane, donc cette petite cabane là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, il y a des initiales, il y a V et D et H, voilà, qui est la signature, comment dire, de jeune fille de cette fameuse Véronique. Et là, elle trouve ça super étrange parce qu'il n'y a qu'elle qui sait qu'elle mettait ça comme signature quand elle était plus jeune. Et dans cette cabane, en fait, elle va retrouver un cadavre. Elle va trouver ça très étrange. Et en fait, elle va remarquer qu'il va y avoir quelques petits indices éparpillés donc sur son chemin, en fait, et elle va se retrouver donc dans un petit village en Bretagne, et c'est là qu'elle va comprendre que son grand-père et son fils ne sont finalement pas morts en mer. Voilà, ils étaient tout simplement sur cette île en Bretagne et il y a toute une histoire
qui va tourner autour de cette île en Bretagne et on va partir dans un truc assez très étrange, hein. Bon bah la Bretagne c'est toutes ces petites légendes, c'est oui voilà c'est légendes ancestrales, c'est des superstitions, c'est des petites choses comme ça. Et donc on va être sur toute cette petite affaire avec cette fameuse Véronique qui va qui va essayer de sauver son fils et son père parce qu'il va se passer des choses très très étranges sur cette île. Voilà. Et voilà, et j'ai bien aimé toujours cette histoire avec Arsène Lupin. Alors on ne voit pas vraiment Arsène Lupin dans cette histoire, on voit un petit chien. Voilà, il y a un petit chien, il y a le fils de cette Véronique. Mais on ne voit pas beaucoup Arsène Lupin dans cette histoire. Par contre, je pense, parce qu'il y a une suite, c'est l'île aux 30 cercueils, la pierre miraculeuse, je crois. Donc du coup, mais là je pense qu'on aura plus Arsène Lupin dans le prochain livre, donc dans la suite de ce roman. Voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé cette histoire, bon un peu rocambolesque, hein, je dois vous l'avouer quand même. Mais j'aime toujours autant la plume de Maurice Leblanc et j'aime toujours ces personnages qui sont des personnages très attachants. C'est une histoire très très sombre et on est toujours pendant la Première Guerre mondiale, hein, mais on me dit pas trop. Ouais, je crois qu'on est en 1917, je crois. Je sais plus trop. Ouais, je crois qu'on est en 1917. Enfin, je sais qu'on est encore pendant la Première Guerre mondiale, je crois. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et que si vous aimez Arsène Lupin et les livres de Maurice Leblanc, bah allez-y, lancez-vous, hein, voilà, en toute quiétude. Donc Arsène Lupin, L'île aux 30 cercueils, Véronique par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Voilà. Donc en troisième livre, je me suis lancée dans complètement autre chose. Vu que j'étais de la science-fiction, voilà, c'était mon premier livre de science-fiction pure, voilà. Et je me suis lancée dans La Maison des Atréides avant Dune de Brian Herbert, donc qui est le fils de Frank Herbert, et de Kevin J. Anderson, voilà. Donc dans ce livre-là, donc on va être carrément donc avant Dune. Donc Dune existe, hein, elle s'appelle Arrakis, et on va être avec une multitude, enfin une multitude. On va être avec des pas mal de personnages quand même. Et dans chaque chapitre, on parle d'un personnage en particulier. Voilà, on va être avec certains personnages. Voilà, on va suivre la vie de ces personnages. Il y a quelques personnages que j'ai plus aimés que d'autres, voilà, qui étaient beaucoup plus intéressants. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, j'ai eu un petit peu de mal au départ. Le premier chapitre, je me suis demandé dans quoi je me lançais. Je me suis dit, mon Dieu, je me lance vraiment dans de la science-fiction pure et dure. Mais au final, ça a été. Parce que quand j'ai vu les commentaires de certaines personnes dire oui, le fils de Frank Herbert, il est pas comme son père, machin. Là, c'est un roman à 88, d'accord, alors je veux bien, ok. Moi qui n'ai jamais lu Dune, ça ne m'a posé aucun souci. Et d'ailleurs, ça m'a permis, voilà, en lisant ce livre, d'avoir envie de lire la suite, donc de lire les livres Dune, parce que je n'ai pas... Normalement, ça ici, c'est une trilogie. On a la maison des Atréides, la maison de Corino et la maison de Cororen, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, en fait, c'est une trilogie. On a trois livres. Mais en fait, là, moi, je n'ai que le premier, vu que c'est le mari d'une de mes amies qui me l'a prêté. Voilà, et qui m'a prêté tous ces livres de Dune. Et en fait, ce livre-là m'a permis de connaître un peu le style de science-fiction que ça pouvait être et de ce que ça peut donner par rapport à Dune. Et en fait, ça m'a donné envie de lire Dune, en fait. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dune et moi, ces livres me faisaient très très peur et j'avais vraiment très très peur de me lancer dedans. Donc du coup, je suis contente d'avoir lu ce livre qui est un prélude à Dune parce que au moins, ça m'a permis d'avoir envie de lire la suite, tout simplement. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ces personnages et je suis vraiment pressée comment dire, de continuer à revoir surtout tous les personnages que j'ai lus dans ce livre. J'espère qu'ils y seront tous parce que il y a des personnages très attachants. Bon, il y en a d'autres un petit peu moins, hein, t'as envie de leur foutre des claques, mais voilà. Donc si vous avez envie de vous lancer dans de la science-fiction et que vous avez peur de lire Dune ou que vous avez déjà lu Dune mais jamais les livres avant Dune,
lancez-vous, ne vous faites pas d'a priori par rapport aux auteurs, quoi, parce que Brian Herbert, certes, c'est le fils de Frank Herbert, mais voilà, ça n'a rien à voir avec, voilà, avec ce que son père a écrit. Voilà. Il a juste voulu essayer de reprendre les écrits de son père pour essayer de faire un avant d'une, tout simplement. Et il s'est mis en collaboration avec ce Kevin J. Anderson. Et ça a été une très très belle collaboration, je trouve. Voilà. Donc La Maison des Atreides avant d'une, Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Voilà. Et donc, en troisième livre, je me suis lancée dans de l'historique, vu que j'ai lu, bah dis donc, le nouveau livre de Stacey Holmes, L'orpheline de Fawnlight, voilà, qui est le deuxième livre de l'autrice. D'ailleurs, j'ai bien abîmé le livre, dis donc, moi. Voilà, qui est un très très beau livre, donc qui est c'est pas une suite, hein, mais voilà, c'est l'auteur des sorcières de Pendle que j'avais adoré. J'avais adoré ce roman et quand j'ai vu qu'elle en faisait un deuxième, je me suis lancée dessus et j'ai vraiment eu raison parce que ça a été encore une très très belle histoire. Moi, ce que j'aime bien chez cette autrice, c'est qu'elle nous parle comment dire, des femmes qui vivent. Bon, là, on est en 1748 à Londres et elle nous parle de la condition des femmes à cette époque-là. Que ça soit des femmes pauvres ou des femmes riches, on essaye de comprendre comment est-ce que ces femmes pouvaient vivre à cette époque-là. Donc, quand on était à cette époque-là une femme pauvre, c'était compliqué de vivre, voilà. Parce que peut-être qu'on rencontrait quelqu'un et puis qu'au final on tombait enceinte et puis voilà, c'est ce qui va se passer dans cette histoire, hein. On va être avec Bess Bridge qui est une personne pauvre qui va tomber amoureuse d'un homme qui va tomber enceinte de lui et malheureusement cet homme va mourir et elle va avoir cet enfant, une petite fille qu'elle va appeler Clara et malheureusement, elle va être obligée de l'abandonner parce qu'elle n'a pas la vie qu'elle voudrait avoir. Elle n'a absolument rien à lui donner. En plus, elle vit avec son père et son frère. Et c'est pas une vie facile qu'elle a. Et donc, du coup, la seule solution qu'elle a, c'est malheureusement, de l'abandonner dans un orphelinat. Donc, l'orphelinat de Fawnlight, voilà, qui a été créé. Alors, attendez, qui a été créé en. Alors, parce que l'autrice nous le dit, hein, en 1739, voilà, tout simplement. Et c'est en fait le lieu existe vraiment, hein, l'orphelinat existe vraiment. Je pense qu'elle a pris des personnages fictifs, mais le lieu existe vraiment, l'orphelinat existe vraiment. Voilà, c'était un orphelinat qui accueillait des enfants bah, qui ne pouvaient pas avoir la vie, voilà, hein, rêvée, et qui étaient abandonnés malheureusement par leurs parents. Et c'était très très rare qu'on veuille les récupérer, hein, voilà. Donc soit ces enfants réussissaient à avoir une famille, soit malheureusement ils restaient dans cet orphelinat. Et ils faisaient des métiers pour les filles de couture, de servante, voilà. Et pour les hommes de pêche, voilà, c'était tous des métiers ou de maçonnerie ou de menuiserie, enfin voilà, c'était tous des métiers comme ça, hein. Et du coup, en fait, à un moment donné, Bess Bright va vouloir récupérer sa fille au bout de 6 ans. Voilà, elle pense pouvoir avoir récolté l'argent pour réussir à la récupérer. Et malheureusement, quand elle arrive à l'orphelinat, l'homme qui va l'accueillir va lui avouer que son enfant a tout simplement disparu. Voilà, elle a été reprise par sa mère. Voilà, par elle-même, en fait. Voilà, une femme s'est fait passer pour elle et a récupéré sa fille. Donc on va partir là-dessus. Et Bess Bright va tout faire pour réussir à retrouver la femme qui a, entre guillemets, kidnappé sa fille. Voilà, sa propre fille. Et ça a été une très très belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, des petites longueurs au niveau des deux dernières parties, voilà, ça a été un petit peu long pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, on a envie de savoir, voilà, le fin mot de cette histoire, comment ça va se terminer. Mais toujours est-il que l'autrice nous raconte de très très belles histoires, surtout que ça parle de conditions la condition de la femme à cette époque-là, et je trouve que c'est toujours très très beau à lire. J'ai mal à ma main. Il pèse une tonne ce livre. Voilà, donc la condition des femmes à cette époque-là n'était pas évidente, surtout quand on était une femme pauvre. Voilà, on essayait de s'en sortir comme on pouvait, mais c'était pas évident.
pour donner un avenir décent à un enfant, et du coup, voilà quoi. Et on a vraiment cette lutte des classes, donc on a toujours les bourgeois d'un côté et les pauvres de l'autre, malheureusement. Et voilà, et j'aime bien quand cette autrice parle de ça, et surtout que ses livres sont magnifiques, ce sont vraiment de très très beaux livres, regardez-moi ça. C'est de très très beaux livres. Et, et l'intérieur est très très beau aussi, voilà, sur tous les chapitres, regardez. Hop, ils sont très très beaux. Voilà. Et je trouve que l'autrice nous parle très très bien de ses histoires. Donc j'ai vraiment hâte de lire son prochain livre, qui j'espère sera aussi beau que celui-là et que Les Sorcières de Pendle, que j'avais aussi beaucoup beaucoup aimé. Donc si vous ne connaissez pas cette autrice, allez-y, lancez-vous, je vous le conseille grandement parce que elle a une façon de raconter ses histoires qui sont très très belles, et ses livres sont magnifiques. Voilà. Donc L'orpheline de Foundlight de Stacey Holz, aux éditions Michel Lafon, pardon. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture qui est maintenant terminé. Voilà, donc je vais vous faire voir les livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc je suis en train de lire Greg Hill's Cemetery Road aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Voilà, donc vous le voyez, hein, je suis vraiment tout début, et je dois vous dire que j'aime beaucoup beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup la plume de Greg Hills qui nous raconte l'histoire du Mississippi, tout simplement. Voilà, j'avais adoré sa trilogie du Mississippi. Voilà, composée de Brasier Noir, L'Arbre aux Morts, que j'avais lu tous les deux. Il n'y a que Le Sang de Mississippi que je n'avais pas lu et que j'ai prévu de me commander. Voilà, et là du coup j'ai voulu me lancer dans celui-là pour voir un peu ce que ça pouvait donner, et je dois dire que je suis vraiment à fond dans l'histoire. Alors il y a autant du dialogue qu'il y en a, autant où il y a des pages où autant il n'y en a pas du tout. Mais ça ne pose aucun souci. Voilà. Qu'il y ait du dialogue ou pas, je trouve que Greg Hills a une façon de raconter ces histoires d'une façon étonnante, et on est plongé dedans et on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. Donc voilà. Donc voilà ce que je suis en train de lire. Après je vais lire donc la seconde partie de L'île aux 30 cercueils, La pierre miraculeuse, Arsène Lupin, donc par Maurice Leblanc. Après, donc j'ai l'intention de me plonger dans Dune, donc là le premier, Le Messie de Dune de Frank Herbert, voilà. Et après, j'ai l'intention de lire un livre historique, donc Angélus de François-Henri Soulier, aux éditions 10-18. Voilà. Alors lui, je le lis en dernier parce qu'apparemment, l'auteur parle un vieux français. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à rentrer dedans. Donc je vais voir ce que ça donne, c'est pour ça que je le lis en dernier. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture, voilà pour mes prochaines lectures que j'ai l'intention de lire. Alors par contre, le livre de Greg Hills, je ne sais pas si je vais réussir à le finir avant la fin de l'année. J'aimerais bien le finir avant la fin de l'année pour pouvoir lire Arsène Lupin, pour pouvoir, remplir mon objectif. Tout simplement, vu que l'année passée, j'avais lu 72 livres, et que j'ai bien l'intention d'essayer d'augmenter cet objectif, voilà. Mais j'ai un doute quand même. Je pense que voilà, parce que cette année ça a été assez, pas compliqué. Mais comme il y a des mois où je ne lisais qu'un livre, vu que j'ai lu vraiment des grosses pavasses, du coup, il y a des mois où on a l'impression que j'ai pas lu du tout de livres. Comme le mois de février, en fait, j'ai mis aucun livre, mais c'est parce que j'étais en train de lire Maurice Druon, Les Rois Maudits. Donc, comme c'est un gros pavé, du coup, j'ai mis un mois pour le lire. Donc, du coup, tout le mois de février, en fait. Et comme je l'ai fini au mois de mars, au mois de février, en fait, j'en ai lu qu'un, en gros. Voilà. Et que je l'ai fini au mois de mars, donc voilà. Donc c'est pour ça que ça. Excusez-moi. C'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi cette année. C'est possible que je ne... Comment dire, que je n'ai pas... C'est possible que je ne remplisse pas mes objectifs que je m'étais fixés, voilà.
parce que là déjà je suis à 71 livres en tout. Voilà, donc Grey Hill ça serait mon 72e, il faudrait que je lise Arsène Lupin qui serait mon 73e. Voilà, donc si je pouvais au moins en lire 73, un en plus de l'année passée, ça serait déjà pas mal. Après bon bah si j'y arrive pas tant pis, hein, mais je vais tout faire pour essayer d'y arriver. Voilà. Donc, et bah écoutez, voilà pour mon petit bilan en lecture, voilà pour mes livres que j'ai l'intention de lire. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous faire dans la prochaine vidéo, ça sera un book haul, vu que je me suis acheté les livres et que je vais avoir un livre pour Noël. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo de mon bilan de l'année. Je vais aussi vous dire au niveau du bilan de l'année le nombre de coups de cœur que j'ai eu. Voilà, qui n'a pas été énormissime, j'en ai eu un et demi. Un et demi coup de cœur, voilà, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, dans cette vidéo, et voilà, et je pense que ça sera tout pour cette fois. Voilà. Donc encore une fois, je vous souhaite un très très bon réveillon de Noël et une très très bonne année. Non, même pas une très très bonne année, un joyeux Noël, je sais pas pourquoi une très bonne année, enfin bref, un joyeux Noël, voilà. Donc bye bye.